Dans l'actualité de ce mercredi, la polémique du voile refait surface à l'Institut Jeanne d'Arc. Comme annoncé en mai, l'établissement n'accepte pas les filles voilées pour cette rentrée. Les parents signataires du règlement intérieur sont désemparés. En attendant, une vingtaine d'élèves n'ont pas repris l'école. Insécurité à Pékin en cas d'absence des indices de normalité. N'hésitez pas à alerter les forces de l'ordre. Les forces de sécurité incitent vivement les populations à la dénonciation. Policiers, gendarmes et les différentes autorités de la ville de Pékin se sont penchés sur la question ce matin. Le Sénégal est-il vraiment prêt pour une introduction du bracelet électronique en vue de désengorger les prisons? Quel sera son coût et sommes-nous disposés à relever ce défi technologique? Le bracelet pourra-t-il se substituer au mandat de dépôt à outrance? Nous avons posé ces questions à des robes noires. Vous le verrez, ce n'est pas aussi simple que laisse le penser le ministre de la Justice. La Tamkharit ou l'Ashura sera fêté lundi prochain. En attendant, on s'intéresse au business du couscous qui marche du feu de Dieu. Vous allez le voir, beaucoup de femmes préfèrent passer tranquillement leurs commandes, ce que dénoncent certains machistes affichés. Mais d'abord, liberté provisoire refusée pour Adama Gaye. Le journaliste a été entendu ce mercredi par le juge. Une audition qui s'est bien passée selon Maître Khourey Shiba, un de ses conseillers en face à face, qui a permis de clarifier les zones d'ombre et de donner au juge une meilleure compréhension du dossier. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Elles se disent humiliées, les élèves voilés qui se sont vus refuser la rentrée à l'Institut Jeanne d'Arc. Impuissants devant la non-scolarisation de leurs enfants, les parents en appellent à l'aide. Ils interpellent exactement l'État du Sénégal et le ministère de l'Éducation nationale. C'est un sujet de Magat Gaye et Lamine Mondjang. Un lourd dispositif sécuritaire, un accès très difficile. L'institution Sainte-Jeanne d'Arc applique son règlement intérieur. Une trentaine d'élèves voilés expulsés de l'établissement dès la rentrée des classes mercredi. Humiliation et déception sont les maîtres mots du côté des renvoyés. Aujourd'hui, pendant qu'on était dans le rang pour monter en classe, on nous a pris de côté, on nous a dit vous allez dans cette salle, vous attendez. On nous a fait attendre 1 heure, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Ils ont interrogé nos parents, ils ne nous ont pas laissé rentrer alors que c'est nous-mêmes les concernés. Ils ont interrogé nos parents et avec un huissier. Et ils nous ont dit que soit on restait à Jeanne d'Arc et on retirait le voile, soit on dégageait. Et au final, nous, ça nous a humiliés parce que ça s'est passé devant nos camarades avec qui on est depuis près de 10 ans. Les parents d'élèves retrouvés sur place se disent choqués par cette décision de l'administration. Ils appellent l'État à prendre les choses en main pour rappeler les autorités de l'école à la raison. Nous sommes déjà engagés avec l'école et du jour au lendemain, elle décide d'exclure nos enfants. L'administration m'a même proposé de chercher des perruques à la place du voile. Je pense que l'État, à travers son ministre de l'Éducation, devrait mener le combat à notre place. Même son de cloche chez ces deux élèves, elles restent solidaires à l'égard de leurs camarades expulsés. Cette décision n'est pas la bienvenue selon elles. Moi déjà, je pense qu'on est dans un pays laïque. Déjà, ces genres de décisions, on ne devrait même pas les prendre. Non seulement on est au Sénégal. Bon, par exemple, moi, dans ma classe, il y a une élève, elle s'appelle Fatouna Fassila. Elle est voilée. Depuis la 6e, elle est dans cette école. Et je trouve anormal qu'on la renvoie en fait. Je trouve ça vraiment anormal. Ou même laisser les élèves de terminale continuer, ça se fait même pas. On va répondre aux questions, mais pas d'image. Après plus de 3 tours d'horloge de concertation, l'administration de l'école n'a pas voulu s'exprimer face aux caméras. De l'avis de certaines autorités de l'école, tous les parents d'élèves ont signé le règlement intérieur qui interdit à tout élève de venir à l'école la tête couverte. Justement, Maguette, la proviseure de l'établissement qui n'a pas souhaité, vous l'avez dit, s'exprimer face caméra, écarte toute idée de discrimination. Raya Natal rappelle tout de même que les parents d'élèves ont signé un règlement d'intérieur qu'ils sont tenus de respecter. Alors nous n'avons renvoyé aucun élève, nous avons réinscrit l'ensemble des élèves. Enfin, les élèves se sont réinscrits ou inscrits lorsqu'ils étaient nouveaux.
entre le mois de mai et maintenant, à chaque élève qui s'est réinscrit ou inscrit, nous avons donné à la famille le règlement intérieur de l'établissement, de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Ces familles ont pu lire le règlement. Ces familles ont pu lire le règlement intérieur, en prendre connaissance, le signer et donc valider ainsi leur demande d'inscription dans notre établissement, l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Dans ce règlement-là, il y a un article qui décrit la tenue vestimentaire et c'est un article qui est précis pour beaucoup d'éléments. Nous avons procédé aux premières rentrées hier et aujourd'hui. Et pour les élèves pour lesquels nous avons constaté que la tenue n'était pas conforme au règlement intérieur, nous avons appelé les familles pour nous entretenir avec ces familles-là, avec les parents. Nous n'avons jamais exclu d'élèves. Nous acceptons, comme je vous disais, tous les élèves. Il y a un règlement qui définit un ensemble de droits, un ensemble d'obligations. C'est un règlement qui régulièrement comporte, on apporte régulièrement des modifications, sa vie. C'est un règlement intérieur qui régit l'organisation de l'école, il évolue. Et puis, souvenez-vous, cette affaire avait déjà fait grand bruit en mai dernier. L'école avait précisé qu'à partir de la rentrée de septembre 2019, la tenue autorisée pour les élèves de l'ISJA sera composée de l'uniforme habituel avec une tête découverte, comprenez sans le voile. S'en est suivi un rappel à l'ordre du ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, qui s'en est pris lui-même en pleine figure, une diatribe du Conseil national du laïcat du Sénégal. Retour sur les faits avec Ibou Diouf. Une année scolaire déjà mouvementée à Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar. Il fallait attendre la rentrée 2019-2020 pour que la mesure entre en vigueur. L'établissement privé catholique a mis à exécution un point saillant de son règlement intérieur. Plus de voile à Sainte-Jeanne d'Arc. Une mesure du règlement intérieur que tout parent désirant inscrire son enfant dans cette école est obligé de signer. Établissements et parents d'élèves exclus se renvoient la balle. Il ne s'agit pas d'élèves renvoyés, mais plutôt d'auto-exclusion, précise Sainte-Jeanne d'Arc. L'école a ouvert ses portes hier mardi et confirme sa position. Pour ces autorités, le port de voile est un de ces comportements et autres pratiques en déphasage avec le caractère laïque de l'État du Sénégal et le vivre ensemble prôné en milieu scolaire. Les parents des 26 élèves concernés par cette mesure ont pourtant accepté d'apposer leur signature sur le règlement intérieur. Les dispositions ont été envoyées aux parents au mois de mai dernier pour rappeler l'interdiction du port du voile qui devait entrer en vigueur cette année. Un dossier à polémique que le ministre de l'Éducation suit de près. L'ancien ministre de l'Éducation, André Sonko, saisi pour faire la médiation, une mission complexe vu que l'institution n'est pas sous la tutelle de l'Église. Voilà encore une question qui remet au goût du jour la problématique de l'école publique. Un système qui ne fait plus courir des grèves cycliques, une baisse de niveau entre autres. La manne financière annoncée chaque année servira peut-être à améliorer les conditions de travail du personnel enseignant et retrouver les anciennes années de gloire. En attendant, l'école privée catholique reste un moyen fort du système éducatif sénégalais. Peut-être les différents acteurs vont s'accorder sur un règlement intérieur qui fera l'affaire de tous et pour le grand intérêt de cette jeunesse qui veut tout simplement apprendre, comprendre et savoir. Merci Ibou, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. Et puis les chauffeurs et receveurs des bus Tata ont organisé une marche pour exiger de meilleures conditions de travail. Ils revendiquent principalement des contrats et une prise en charge médicale et sociale. Ousmane Diallo et Jafar Abba. Loin des volants et de la densité du trafic, ces chauffeurs et receveurs de bus Tata ont aujourd'hui adopté une autre posture, abandonner leurs outils de travail pour investir la rue. Ces travailleurs de l'AFTU exigent des contrats après plusieurs années de service. Nous avons souffert pendant 14 ans. Nous n'avons jamais eu de congé. Nous n'avons jamais eu de contrat. Nous ne sommes pas affiliés à l'IPRES ni à la Caisse de sécurité sociale. Et nous travaillons 16 heures de temps par jour. Comment se fait-il que, dans un état de droit, que des travailleurs puissent travailler 16 heures de temps par jour
et ne pas être embauché pendant 14 ans. Et que laisse-t-il faire? Dans leur combat, la régularisation de la situation des travailleurs de l'AFTU, une autre manière d'éviter certaines dérives sur la circulation. Ne saurait être réglé que si l'emploi du chauffeur et du receveur soit sécurisé. L'emploi du chauffeur et du receveur, c'est un contrat de travail qu'il doit signer avec son opérateur. En ce moment, son travail serait sécurisé. Parce que par exemple, si tu prends un opérateur qui dit à son chauffeur s'il verse au-delà de 100 000 francs, il a une prime de 2 000 francs. Donc, ce chauffeur-là ne fera plus attention à tout. Surtout s'il travaille 16 heures de temps par jour pendant 5 à 6 jours. Ces travailleurs interpellent les autorités sur leurs conditions de travail et comptent passer à une étape supérieure si rien n'est fait. S'il n'y a pas un constat bienveillant pour les travailleurs, nous allons immobiliser le trafic au niveau de Dakar, surtout le trafic au niveau de l'AFTU. Depuis quelques années, les bus Tata sont bien présents dans la circulation. Ils offrent aux Sénégalais une autre alternative. Ces travailleurs des bus Tata étaient dans la rue pour obtenir gain de cause et bien circuler. Merci Ousmane. Et puis les retraités du Sénégal étaient en assemblée générale ce mercredi à Thiès, venus de toutes les régions du pays. Ils réclament la tête du directeur général de l'IPRES, Mamadou Diagne Simbeng. Entre autres griefs, décrier les recrutements injustifiés et l'absence de prise en charge médicale. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Les retraités du Sénégal ont tapé sur la table pour exiger le départ de l'actuel directeur général de l'IPRES. Comité de veille, initiateur de cette rencontre à Thiès. Mais l'idée première qui sort des différentes déclarations, c'est le départ immédiat de Mamadou Simbeng. Ces retraités, regroupés au sein de l'Association des retraités du Sénégal, sont venus des 14 régions du pays pour participer à cette rencontre. Ces derniers ont aussi déploré leurs conditions de vie et dénoncé les nombreuses difficultés qui paralysent l'IPRES. La situation actuelle de l'IPRES se présente comme suit. Premièrement, rupture d'approvisionnement de médicaments au centre médico-social de Dakar et dans les régions, malgré un budget de plus de 600 millions voté par le conseil d'administration pour cela. Retard de paiement des pensions à l'exception des allocataires payés par virement bancaire depuis un certain temps. Nous avons constaté un recrutement injustifié au mépris des règles fixées en la matière, d'un effectif pléthorique pour satisfaire une clientèle politique d'une localité, situation d'une gravité extrême, facilitant ainsi un détournement des tickets de restaurant d'une valeur de plus de 400 millions. Les retraités du Sénégal, soucieux de leur situation, interpellent les autorités pour la bonne marche de cette institution. Et puis les conditions de détention décriées par les mouvements citoyens sénégalais avec Guy Marius Sagna comme tête d'affiche. Ces activistes s'indignent des propos du garde des Sceaux après sa visite à Rebeuss. Selon eux, Maître Malick Sall feint de ne pas reconnaître l'ignoble condition d'emprisonnement des détenus à Rebeuss. Kouba Mbatlo, Thierno Laurent Mendy. Tous des acteurs du mouvement citoyen sénégalais. Cette fois, les conditions de vie des détenus les mobilisent. Suite à la sortie du ministre de la Justice au terme d'une visite à la MAC de Rebeuss, ces activistes déplorent les propos du garde des Sceaux. La chambre 9, c'est l'enfer de la prison de Rebeuss. Aujourd'hui, quand les agents pénitentiaires menacent les autres détenus, ils les menacent en leur disant que si jamais, en fait, ils ne font pas attention, ils seront envoyés à la chambre 9. Nous estimons que même les agents pénitentiaires n'auraient pas pu applaudir le ministre de la Justice parce que les agents pénitentiaires aussi vivent des conditions effroyables, vivent des conditions horribles et difficiles. Donc si le ministre de la Justice prétend qu'il a été applaudi à Rebeuss, particulièrement dans la chambre la plus difficile, nous estimons que ce sont des contre-vérités. Autre sujet à polémique, ces 2 millions de francs CFA remis aux familles de Cheikh Ndiaye et Babacar Mané, morts en prison. Comment cet État peut donner 20 millions à nos lions du foot,
10 millions à nos lions du basket, et donner 2 millions à nos citoyens morts du fait de son irresponsabilité dans la prison de Rebeuss. C'est une insulte à la mémoire de nos 2 concitoyens décédés la semaine passée, insulte à leurs familles, insulte à tous les détenus. Des conditions de vie extrêmement difficiles, de longues détentions préventives, autant de problèmes qui interpellent ces activistes. Ils appellent à la mobilisation ce vendredi. L'objectif aussi de cette conférence, c'est d'appeler les détenus, les citoyens sénégalais, de partout où ils sont, à se joindre à notre marche qui se tiendra le vendredi prochain de la place de la Nation à la RTS à partir de 15h. Le surpeuplement des prisons occasionne fréquemment des drames. Après la mutinerie à la prison de Rebeuss le 20 septembre 2016, la mort de ces 2 jeunes prisonniers reste un point noir dans l'univers carcéral. Merci Koumba. Et puis restons dans le monde carcéral. L'idée du bracelet électronique pour désengorger les prisons sénégalaises a été avancée par le ministre de la Justice. Nous avons sollicité l'avis de 2 robes noires sur la question. Le bracelet électronique à la place du mandat de dépôt à outrance est peut-être salutaire, mais il fera face aux défis financiers d'abord et technologiques par la suite. C'est un sujet de Pape Faraning et Modou Diop. Pour contenir le surnombre carcéral, l'idée d'introduire le bracelet électronique dans le système pénal sénégalais est bien accueillie par certains acteurs de la justice. Pour eux, cette mesure annoncée par les autorités judiciaires peut être une solution pour désengorger les prisons. Les bracelets électroniques constituent une des solutions au surpeuplement carcéral. Moi, je suis d'accord pour cette solution, pour cette mise en œuvre. Nous avons au Sénégal les compétences et les ressources naturelles pour cela. Ça ne pose aucune difficulté. Il suffit juste d'avoir la volonté politique d'y aller. Et je pense qu'il est temps maintenant, qu'il urge maintenant de mettre en œuvre cette solution-là. L'adoption du bracelet électronique coûte très cher et sa faisabilité risque d'être difficile. Pour le droit de l'homiste maître Hassan Dioma Ndiaye, les priorités sont ailleurs. L'état actuel de notre développement économique d'abord parce que ça coûte cher, mais du point de vue également technique, scientifique, je ne vois pas les conditions qui permettraient de repérer toute personne qui porterait ce bracelet, d'où qu'elle soit au Sénégal. Une récente étude a montré que ça coûterait même pour un nombre réduit plus de 5 milliards. Imaginez, alors qu'il y a des urgences ici, même pour la tenue de certaines sessions criminelles dans les régions, le problème du budget se pose. Les 2 acteurs de la justice estiment qu'il est primordial de réviser les textes et de faire une large sensibilisation avant d'appliquer cette mesure. Il faut qu'on change de conception. Ça veut dire quoi? Quitter la conception punitive de la prison pour aller vers une conception restauratrice qui permet de sauvegarder la dignité humaine, qui permet de faciliter la réinsertion. Avant de penser au bracelet électronique, il faut revenir aux choses basiques. Notre droit repose sur le fait que la détention doit être l'exception. Et tout le monde peut constater aujourd'hui que la détention est le principe et la liberté l'exception. Déjà, il y a une pathologie à laquelle il faut apporter une thérapie. L'autre aspect à ne pas négliger, le regard de la société. Le porteur du bracelet électronique pourrait-il faire face à des réflexions qui imposent des réalités socioculturelles? Et puis insécurité à Pékin, policiers, gendarmes, conseillers municipaux, délégués de quartier, imams et autres leaders d'opinion se sont penchés sur la question ce matin à la ville de Pékin. Une police de proximité, c'est-à-dire la dénonciation des auteurs de violences est l'unique porte de sortie. Cependant, les forces de sécurité tentent de rassurer les dénonciateurs qui ont peur des représailles des malfaiteurs. Salif Sow, Asmalik Diop. Plaintes et complaintes pleuvent, les victimes de violences ne se comptent plus du bout du doigt, leur nombre est important et la situation est de plus en plus inquiétante. Les auteurs sont pourtant faciles à identifier. La cartographie des institutions et des communautés a montré que la plupart des auteurs de la violence sont souvent les enfants talibés. Il y a également les jeunes qui n'ont pas de domicile fixe, les jeunes drogués et les sans-abri. Également, ils ont nommé les étrangers, comme dans certaines communes. Également, parmi les auteurs, nous avons les charretiers. Sur ce, le projet invite les victimes et témoins de violences à dénoncer les auteurs une fois clairement identifiés. Mais souvent, les dénonciateurs probables se rétractent par peur de représailles. On se rend compte parfois
que des jeunes dénoncent des dealers dans le quartier. Et ces derniers reviennent pour dire que c'est vous qui m'avez dénoncé à la police parce qu'on m'a dit que c'est vous qui m'a dit. Et vous allez rendre compte avec moi. La police, par mesure de sécurité et de protection des collaborateurs, encourage la dénonciation anonyme. Un numéro vert est d'ailleurs mis en place. Mais ça ne suffit pas. La racine du mal, c'est la société sénégalaise elle-même. Par peur de représailles, c'est une partie des raisons, mais je pense qu'aussi c'est le Sénégalais qui pense que dénoncer quelqu'un au niveau de la police, c'est de la lâcheté d'abord. Parce qu'ils ont toujours une certaine sympathie en faveur des délinquants, même si c'est des délinquants qu'on connaît, des délinquants aguerris. Je vais vous donner une anecdote. Une fois, on est parti pour intervenir des trafiquants de drogue. Les gens ont fait une planque et au moment d'intervenir, il y a une maman qui a crié « Daoulen police ngigno ». Donc vous voyez, c'est des trucs, c'est droguer la peau se retourner contre cette maman-là, mais les gens ne comprennent pas que dénoncer, c'est pour eux. Dénoncer, c'est pour assurer la sécurité. Parce que quand ils dénoncent, nous, on vient pour éradiquer le problème de sécurité. La collaboration entre forces de sécurité et population civile, une relation de confiance déterminante dans une société sûre, ont souligné les différents acteurs, membres de l'équipe de police de proximité. Le projet intervient à Kermassar, Thiaroye-Gare, Tivaouane-Diacksao et Pikine-Ouest, 4 des 16 communes du département de Pikine. Et Salif, la ritournelle question de l'accueil dans nos commissariats a été aussi abordée durant cette rencontre. Là également, la hiérarchie promet des efforts dans l'accueil, l'écoute et l'orientation dans les postes de police. Suivons à ce propos le commissaire Idrissa Thiandoum. Il ne faut pas qu'on se voile la face. L'accueil souvent fait défaut dans nos services. On l'assume et on en a parlé partout. Et à chaque fois, on fait des rappels aux hommes pour qu'ils sachent que ce sont les vitrines de nos services. Et c'est à partir d'eux que les gens vont juger nos services, les services de sécurité, les forces de l'ordre et de défense. Donc, on constate qu'il y a des manquements, on s'attelle à y apporter des correctifs. Et je pense que si les gens font la remarque, il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à ces inquiétudes de la population. Et c'est beaucoup de facteurs qui, combinés, peuvent conduire à ces comportements-là. D'abord, je pense que la personne est d'abord la résultante de ce qu'il a reçu comme éducation chez lui d'abord. La formation, au niveau de l'école, il y a des modules qui parlent de ça. Mais la personne isolée, la personne en tant qu'humain a souvent des réflexes qui reviennent. Et puis c'est la rentrée gouvernementale, les ministres ont repris du service. Alors, quels sont selon vous les dossiers prioritaires en cette rentrée? Des Sénégalais interrogés mettent en pole position les accidents et les inondations dans certaines localités du pays. Le Sénégal nécessite vraiment beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup d'accidents, il y a les inondations, vraiment il y a aussi l'insécurité. Donc le gouvernement doit redoubler d'efforts par rapport à ce qu'il faisait auparavant. Les priorités, l'urgence c'est vraiment comment stopper les accidents. La route tue beaucoup, vraiment, la route tue beaucoup. Il faut que le gouvernement cherche vraiment des mesures pour pallier à ça. Vous avez aussi l'hivernage. Il y a des années où il y a beaucoup d'eau, il y a des années aussi où il y a un peu d'eau. Donc, par exemple, quand il y a une année pareille, il faut qu'il y ait des inondations. Mais quand même aussi, on ne peut pas tout régler d'un seul coup, mais on avance pas à pas. Avec ce remaniement, autant pour moi, donc les nouveaux venus ont des tâches qui les attendent. S'ils disaient que le Sénégal émerge, nous, on devait dépasser les inondations et les accidents. Tu vois, on dépasse des milliards. On dépasse des milliards alors que tu vois à chaque fois les routes. Et puis le dialogue politique bute pour le moment sur le controversé parrainage, le bulletin unique, mais aussi la caution en vue des locales. C'est demain d'ailleurs, jeudi, que les acteurs vont se retrouver pour accorder les violons. C'est loin d'être gagné puisque vous allez le voir, opposition et pouvoir défendent bec et ongle leur position sur ces points d'achoppement. Mme Biram Diouf et Lamine Mandjang. Des divergences persistent sur des questions liées au parrainage, à la caution, au bulletin unique, entre autres. En vue des locales, les noms alignés pour la suppression du parrainage et la caution à 5 millions de nos francs pour toutes les élections
une position que défend Déthié Faye. Nous avons vécu les difficultés que tous les Sénégalais ont constatées à l'occasion du contrôle et de la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel en examinant les parrainages qui ont été déposés. Nous avons pensé qu'en reproduisant ces difficultés à l'échelle de toutes les sous-préfectures et de toutes les préfectures de ces pays, nous risquons d'aller à une situation d'instabilité et de tension dans ces pays que nous pouvons éviter. Pour le pôle de la majorité, il faudra avant tout évaluer le processus électoral et procéder à l'audit du fichier. Nous ne pensons pas qu'il soit cohérent de nous prononcer sur une question qu'on a demandé à des auditeurs de traiter et des recommandations vont sortir de ces éléments-là. C'est sur la base des conclusions que la majorité donnera sa position sur ces questions précises. Le report sans cesse des locales, déploré, le calendrier électoral en pourrait pâtir. Le président de la République a pris l'initiative de convoquer les acteurs pour nous permettre d'avoir au moins à partir de 2019 un code électoral consensuel à l'image de celui de 2012. Donc quand nous arrivons à de telles difficultés, en tant qu'acteur principal, il devrait pouvoir intervenir. Nous travaillons pour stabiliser un processus électoral. Nous travaillons pour avoir un système électoral fiable où il n'y aura aucune contestation possible. C'est pour ça que c'est tous les acteurs qui sont engagés. Sur la déclaration de Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki, que le président Macky Sall cherche à diviser l'opposition en octroyant des fonds politiques de 2 milliards de francs CFA au chef de l'opposition pour étouffer le scandale sur le pétrole et le gaz, Déthié Faye se veut tout de même prudent sur la question. Ceux qui font ces déclarations sont dans le secret des dieux. Peut-être ils ont échangé avec le président Macky Sall qui leur a donné une information que la commission politique n'a pas. Il est préférable de prendre le temps qu'il faut pour pouvoir dégager un consensus très large autour de la question. Les travaux de la commission sur le dialogue politique se poursuivent. Ce jeudi, les acteurs sont encore conviés à la table des échanges. Merci Mambiram. Et puis la fête de Tamkharit sera célébrée lundi prochain. On s'intéresse ce soir à la préparation du traditionnel couscous et du florissant business qui l'entoure. Vous allez le voir, faute de temps ou de savoir-faire pour certaines, les femmes passent leurs commandes de tchéré auprès de professionnels comme les pileuses de la Médina par exemple. Une attitude que déplorent des hommes un peu trop nostalgiques de la femme au foyer qui fait tout toute seule. C'est un reportage de Maguette Soare Diallo et Modou Diop. Tamkharit rime avec préparation du couscous. Une tâche souvent difficile, jadis très appréciée par les femmes. Maintenant, certaines dames préfèrent passer une commande pour disposer des produits nécessaires. Les temps ont changé, même dans les villages, il existe des moulins. Le couscous n'est pas le seulement commandé. L'oignon est maintenant épluché et découpé. Au marché, ces messieurs n'apprécient pas cette pratique. Les femmes doivent arrêter de faire des commandes pour tout au marché. L'homme reste le chef de famille. Moi, je n'épouserai pas une femme qui ne sait pas faire grand-chose. L'oignon se fait éplucher et découper au marché. Du coup, je voudrais vraiment avoir une femme qui prépare tout. Parce que la femme qui travaille n'a vraiment pas le temps de s'occuper de certaines choses comparées à la femme au foyer. Ce septuagénaire parle de fainéantise et conseille d'ailleurs un retour aux sources. Je pense qu'elles sont juste paresseuses. Il est temps que les femmes fassent un retour aux sources. L'Ashura sera célébrée lundi prochain. Les dames spécialisées dans la vente et la préparation du couscous et les meuniers sont en période de traite. Patriarcat quand tu nous tiens. Merci beaucoup Maguette. Et puis la production de l'oignon local est passée de 250 000 tonnes à 400 000 tonnes depuis 2014 dans la zone de Potou et ses environs. Les horticulteurs travaillent sur 2 campagnes avec 2 variétés différentes. Du coup, cette année, les producteurs ont réussi un record de 190 000 tonnes. Mais aujourd'hui, la fin de la campagne de commercialisation s'est heurtée à un obstacle inattendu avec des milliers de tonnes d'oignons invendus. C'est un sujet de Tchernofal.
Au Sénégal, la production de l'oignon local est passée de 250 000 tonnes à 400 000 tonnes depuis 2014. Rien qu'ici à Potou, dans la zone des Niayes, elle est estimée cette année à environ 190 000 tonnes. Et ceci grâce aux horticulteurs qui ont fait de nombreux efforts pour arriver à ce résultat. Le président de la République nous avait dit qu'il faut cultiver pour tenir le Sénégal sur le problème d'oignons. On a produit beaucoup d'oignons ici au Sénégal, des milliers de tonnes. Dans cette zone, depuis quelques années, les producteurs travaillent en 2 campagnes avec l'introduction de la variété rouge d'Amposta appelée Sonsa qui termine la saison. Mais malheureusement, cette année, ils n'auront pas le temps nécessaire pour écouler la marchandise qui risque de pourrir entre leurs mains. Il y a le premier cycle et le deuxième cycle. Bon, le deuxième cycle, c'est l'oignon qu'on appelle le Sonsa. Hein? Ça vient dans la saison de pluie. On devait pousser normalement l'importation pour qu'on puisse écouler cette dernière production, mais malheureusement, bon, l'État a fait ce qu'il voulait. Gis nga sama soble mu ngi nii tey mënuma fexe ba jaay ko client du ma ko gis client bi ma fi jot a gis fi mu toll nii ay fanweer ak 200 francs la may fay te xam ngeen Sonsa coût de production dafa jafe. Depuis quelques jours, l'oignon local est concurrencé sur le marché par l'importé qui apparemment est beaucoup plus prisé par les Sénégalais. Sénégalais yi am na ci ñoo xam ne gëmuñu mbéy mi li ñu gën a gëm mooy soble bi jóge bitim réew parce que dañuy yaakaar ne moom moo gën a nekk ci condition yu baax loolu la ñuy yaakaar waaye soble bi soble bu baax la. De Potou en passant par Gabar jusqu'à Taré, les producteurs ont la même préoccupation. Ces derniers ne savent pas comment faire pour honorer leurs engagements auprès des banques. ñu indi arwaas bi mu dal ci baykat yaa ngi ni ñëpp dañu yor ay bori banque sooy boobu Macky Sall jóg si bu ñu jógul kenn du leen fay wala baana yëpp baykat yëpp daañu leen tëj. Aujourd'hui, avec toute cette quantité d'oignons qui est en train de pourrir dans les zones de production, les producteurs vont sûrement subir cette année beaucoup de pertes. Reste maintenant à savoir quelles seront les conséquences sur la prochaine campagne. Merci beaucoup Thierno. Et puis un mot de sport. Les Lions du Sénégal effectuent leur 3e sortie à la Coupe du Monde de Chine 2019 ce jeudi à 7h30. Maurice Ndour et compagnie rencontrent le Canada. Les 2 sélections sont à la recherche de leur premier succès dans la compétition après 2 défaites. Une victoire est primordiale pour les Lions pour espérer décrocher une place au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques à venir. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'info continue dans Soir d'Info avec Aram Touré et Barkaba. Vous recevez Aliou Sow. Merci bien.